On va en parler tout de suite avec notre invité, c'est Éric Coquerel qui nous rejoint à présent, président de la commission des finances de l'Assemblée, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir, monsieur Coquerel, soyez le bienvenu. Vous êtes sur votre portable, vous êtes en train de regarder le résultat du vote? Du vote de l'article 1, oui, qui décide de la nationalisation et qui va être incessant. Ça n'a pas voté encore, donc? Non, d'ailleurs je suis ici, vous voyez. Bon, je surveille également aller. nos écrans, on sera sans doute au courant. Ouais. Ce sont les Insoumis qui proposent cette nationalisation de la branche française du géant de la sidérurgie ArcelorMittal. Je rappelle deux chiffres, 40 sites en France, 15 000 emplois. Pourquoi l'État devrait mettre 3 milliards pour sauver cette entreprise? Tout simplement parce que ça va peut-être, de cela va peut-être dépendre tout simplement qu'il reste de la sidérurgie dans ce pays. Et vous savez comme moi qu'il ne peut pas y avoir d'industrie sans sidérurgie. Voilà, tout le problème est là. En fait, ça fait la grande crainte, c'est que Arcelor se désengage ou en tout cas ne construise pas le site de Dunkerque absolument indispensable qui doit être décarboné d'ici 2030. Voilà. Il y avait un projet qui existait l'an dernier, en 2024, qui était le fait de faire 2 fours et puis ce qu'on appelle de l'implant, c'est-à-dire pour amener le produit, en gros, à ces fours. Il y avait l'État qui proposait de l'aider à la hauteur de la moitié de l'investissement et Arcelor a mis plein de conditions, notamment des mesures de protection douanière qui pouvaient être prises au niveau européen. Et au moment où ces mesures se profilent, notamment par rapport à l'acier chinois, Arcelor annonce qu'ils n'iront pas. Alors maintenant, c'est un four, mais on n'en est pas certain. Et moi, notre grande crainte, elle est simple, c'est que Arcelor fasse durer, comme il l'a fait déjà dans la vallée des Anges, où il a supprimé les emplois, et qu'à la fin, on se retrouve sans rien. S'il n'y a rien, il faut bien nationaliser, sinon il n'y a plus de sidérurgie. Est-ce que vous entendez les arguments du patron d'ArcelorMittal, mais pas seulement lui, aussi de certains économistes qui disent nationaliser ArcelorMittal, c'est un combat perdu d'avance, puisque de toute façon, on n'arrivera jamais en France à rivaliser avec les tarifs pratiqués par la sidérurgie chinoise ou indienne, et on va remplir un tonneau des Danaïdes. Est-ce que cet argument-là vous semble valable ou est-ce que vous le rejetez? Ça veut dire qu'on abandonne, on ne fait plus de sidérurgie en France. Parce que si ou alors on lutte par d'autres moyens contre l'acier chinois, par exemple. Oui, mais alors ça, c'est justement. Oui. Alors, déjà, est-ce que j'entends cet argument? J'entends cet argument si on fait rien. Donc, il faut des mesures protectionnistes, ça c'est sûr, par rapport à des produits qui rentrent en France, souvent fabriqués dans des conditions écologiquement contestables. Donc, il faut se protéger. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'au moment où, a priori, en Europe, enfin, on commence à imaginer une protection, ça n'empêche pas Arcelor de menacer de partir. Et pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que le groupe Mittal, en même temps, est en train d'ouvrir un grand site en Indonésie. C'est-à-dire qu'il organise lui-même sa concurrence. Et donc, à partir du moment où, en gros, le capitalisme fait faillite pour assurer la production sidérurgique, je ne vois pas d'autre moyen que la nationalisation, même temporaire. C'est pas forcément une nationalisation structurelle, mais qu'on puisse continuer. Ça pourrait être temporaire, c'est-à-dire le temps qu'Arcelor sorte la tête de l'eau, qu'on prépare la suite demain. Arcelor, je ne pense pas, parce qu'Arcelor, ça va, ils ont fait pas mal de dégâts en France, mais on pourrait supposer qu'à un moment donné, un privé s'intéresse de nouveau à une production qui serait protégée. Mais en attendant, il va bien falloir qu'on assure que ce site de Dunkerque ne soit pas fermé. Voilà l'enjeu. Arcelor, c'est de l'économie, vous venez de l'expliquer, c'est un symbole aussi. Est-ce que c'est aussi un peu de la politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un message derrière de votre proposition de loi qui est de dire aux ouvriers, on ne vous oublie pas, la gauche, LFI ne vous oublie pas, à l'heure où une grande majorité d'entre eux votent pour le RN. Est-ce que vous assumez ça? Alors, vous avez dit deux choses. D'abord, c'est pas nous qui envoyons un message, c'est les ouvriers qui envoient un message. Mais c'est vous qui le portez à l'Assemblée. Mais cette loi, elle vient d'eux. Faut le comprendre. Elle vient de leur combat. Ils la voulaient depuis longtemps. Donc, on porte à l'Assemblée leur combat. Voilà. Et donc, oui, nous, on est, enfin, nous, à gauche, dans la merde, on voit la gauche, c'est une gauche qui est aux côtés des salariés, des ouvriers, de l'intérêt général, de l'industrie en France, d'une souveraineté industrielle. Ça nous semble normal de porter ce combat. Mais un ouvrier qui aujourd'hui vote RN, ce qui est le cas d'une majorité d'entre eux, vous dites quoi? Mais c'est pas vrai ce que vous dites. La majorité des ouvriers s'abstient aujourd'hui. Oui, ceux qui votent, mais c'est important de le dire, parce que sinon, on relative. Deuxièmement, par exemple, la circonscription en question, c'est pas une circonscription RN, où il y a le site de Dunkerque. Donc, ne faisons pas des raccourcis. Je vous dis pas que c'est de l'électoralisme. Je vous dis, est-ce que le message est politique aussi? Non, d'aller reconvaincre une partie de ceux qui longtemps ont voté à gauche, dans des fiefs qui longtemps ont pu être communistes ou insoumis, ou tout simplement de gauche, et qui aujourd'hui ont basculé. Le message qui est politique, c'est qu'il y a une force en France à gauche qui ne désarme pas par rapport à la question de la souveraineté industrielle, de la bifurcation écologique et du protectionnisme. Voilà, nous le disons, nous l'assumons, et qui pense qu'il y a place pour une industrie en France et non pas le fait qu'elle descende en dessous de 10% du PIB, comme c'est malheureusement le cas cette année, après les catastrophes de 7 ans de macronisme. Les socialistes vous suivent là-dessus?
Là, ils vont voter la nationalisation. Toutes les forces de gauche vont la voter. Y compris François Hollande? Je ne crois pas qu'il était là tout à l'heure. Alors, je sais qu'il avait fait beaucoup de promesses aux salariés d'Arcelor. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans l'hémicycle. Mais en tout cas, les socialistes sont là. Ils vont voter tout à l'heure la nationalisation que nous proposons. Donc, tant mieux. Les socialistes au Sénat ont proposé de lancer en France un emprunt forcé pour les plus riches, les 20 000 foyers les plus riches, qui seraient contraints de prêter de l'argent à 0% à l'État, ce qui permettrait à l'État de faire des économies. Est-ce que vous saluez cette initiative de vos camarades socialistes? Non, vous avez vu d'ailleurs, elle a été balayée par le Premier ministre. Donc, c'est plus d'actualité. Parce que Balayée par le Premier ministre, mais il y a eu d'autres voix au gouvernement qui disaient pourquoi pas. Enfin, une des raisons et en ce moment, on sait que la balle est souvent dans le camp. Non, je ne salue pas l'initiative. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre ce dont il s'agit. Il y avait la taxe Zuckman, 2% sur le patrimoine des ultra-riches qui payent environ moitié moins d'impôts proportionnellement sur leurs revenus et leur patrimoine que la majorité des Français. Bon, donc ils ne payent pas l'impôt qu'ils doivent. Alors, au lieu de... Comme la taxe Zuckman ne marche pas, ce que disent les socialistes, on va leur proposer de prêter de l'argent à l'État. Donc, on va entériner l'idée qu'ils payent moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer, que ce que payent les gens, la plupart des gens dans ce pays. Et par contre, ils peuvent prêter à l'État. Excusez-moi, mais c'est entériné qu'il y a deux sortes de contribuables, quoi. C'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien. La question, c'est que c'est... Vous savez, j'ai vu des sondages qui expliquaient que ces amendements qui font en sorte de taxer ou en tout cas d'imposer de manière normale les multinationales par rapport à leur activité en France, qui se propose d'imposer de manière normale les ultra-riches qui payent environ 25% de taux d'effort fiscal. C'est apprécié par 60 à 80% des Français. Donc la question, les gens nous comprennent très bien, c'est pas tout ou rien, c'est juste demander qu'ils payent leur part d'impôt. C'est quand même pas très révolutionnaire, c'est quand même assez normal. Donc moi, je préfère qu'on continue à travailler dans cette voie, qu'on l'obtienne, plutôt que leur dire, si vous voulez, ok, vous payez pas vos impôts, mais prêtez de l'argent à l'État. Bon, et puis, ça tient pas, quoi. Si on regarde la situation politique actuelle, Éric Coquerel, pour tenter de faire passer le budget sans majorité, le gouvernement semble avoir 3 solutions. Vous me direz si je me trompe et s'il y en a peut-être une autre. Le 49.3, auquel il a renoncé au terme d'un accord conclu avec le Parti socialiste. Les ordonnances qu'il a promis de ne pas utiliser. Et la loi spéciale qui reconduit le budget d'une année sur l'autre. À sa place, vous faites quoi? À sa place, je pense que j'aurais évité de proposer un budget purement macroniste alors qu'on est minoritaire. C'est pas ma question. Ça pouvait pas passer. Une fois qu'on y est. Maintenant, quand il se retrouve dans cette situation, déjà, c'est de ne pas aller au vote parce que j'espère bien qu'il va perdre. Bon. Donc, très certainement, à mon avis, ce qu'il va faire, soit il va tenter un 49.3 s'il a l'accord des socialistes pour ne pas voter la censure. Je sais que pour l'instant, ils disent non. Mais François Hollande dit il ne faut pas y renoncer. François Hollande a mis sur la table. Ouais. Et moi, ce que je remarque, c'est que la dernière fois que François Hollande a mis des choses sur la table, c'était au moment de la non-censure en février de M. Bayrou dans les mêmes circonstances. Et vous avez vu que ça a fini par se faire. C'est-à-dire que vous voulez dire que c'est lui le vrai patron du PS? En tout cas, manifestement, c'est un poisson pilote suffisant pour qu'on le prenne au sérieux. Donc là, j'ai entendu, il explique que le 49.3, pourquoi pas. Il y a d'autres voix du Parti socialiste. J'ai un peu peur que ce soit ça qu'au bout d'un moment considère le gouvernement et il passe donc quasiment son budget par 49.3 avec la promesse que les socialistes ne votent pas la censure. Mais sinon, est-ce que ce serait malin de la part des socialistes de renoncer en disant on n'y arrive pas? Est-ce que ce serait malin? Est-ce que ce serait stratégique? Ou est-ce que pour vous, ce serait une forme de renoncement? Je ne sais pas ce que vous entendez par malin, mais des gens qui sont ça permettrait à la France d'avoir un budget. Voilà, un budget macroniste. Donc des gens qui sont élus pour refuser la politique macroniste, les budgets d'austérité de M. Macron et qui finiraient par faire un vote, prendre une décision hypocrite, c'est-à-dire en réalité d'adopter ce budget sans avoir à le voter, je trouve pas ça malin, je trouve ça totalement déloyal et pas loin d'une trahison, si vous voulez. Donc pour moi, c'est pas comme ça que l'effet que je me fais de la politique, surtout que ces budgets sont mauvais pour le pays, donc ils en porteront l'entière responsabilité. Mais l'autre solution, c'est peut-être la loi spéciale. Je pense que le gouvernement, au bout d'un moment, s'il n'arrive pas à trouver cette voie, va peut-être finir par faire une loi spéciale. Tant pis pour la hausse du budget de l'armée, tant pis pour... Non, pas tant pis pour la hausse... Enfin, moi, je ne suis pas forcément pour augmenter de 7 milliards le budget de l'armée. Donc ça, c'est un autre débat. Je pense qu'on ferait mieux de mettre l'argent sur l'investissement écologique. Mais ce que je crois, c'est que le gouvernement, sa seule façon de s'en sortir, moi, je pense qu'il aurait dû démissionner. Je pense qu'on aurait dû censurer monsieur Lecornu. Je pense que monsieur Macron devrait démissionner pour qu'on revienne au peuple. Ils n'ont pas pris ces décisions. Et dans leur, leur cadre de pensée, je pense que la loi spéciale qui permettrait de revenir l'année prochaine avec un budget va peut-être leur permettre de passer la fin de l'année. Mais nous, on compte bien essayer de les battre plutôt, de faire en sorte que ce budget soit battu. Vous accepteriez de vous engager dans le service militaire version Emmanuel Macron, tel qu'il a été présenté aujourd'hui? Tel qu'il le présente, non. Pourquoi
Parce que tout ça participe d'une espèce d'ambiance et de climat va-t-en-guerre que Emmanuel Macron est en train de développer. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres États qui le font pour plein de raisons. Peut-être parce que ça permet à un moment donné au chef des armées qu'il est de déporter le sujet de la politique intérieure où il est en difficulté vers une autre situation. Sans doute aussi parce que vous avez remarqué qu'on est dans une espèce de course en avant, de confrontation dans le monde, avec à la clé aussi le fait d'augmenter le budget de la défense et donc la production d'armes, qui remplace souvent la production d'industries automobiles, notamment les Allemands contre le fer. Et moi, je ne suis pas d'accord que la France embraye là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec l'idée. Je pense que la France doit être au service de la paix. Les 73% des Français qui sont interrogés sur service, donc vous n'êtes pas de leur côté très clairement. Pour l'instant, non, je ne suis pas de leur côté. Je vais vous expliquer. Moi, je ne suis pour que la France soit, j'allais dire, un pays au service de la paix et pas au service d'un climat de guerre et de la guerre. Bon. Donc c'est pas si tu veux la paix, prépare la guerre. Et comme il met sur le service militaire, il l'a expliqué, dans ce contexte, tout comme les réflexions du général Mandon, qui était totalement déplacé de la part d'un militaire, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Et nous avons dit très clair, il ne s'agit pas d'envoyer ceux qui font ce service en Ukraine. Je pense que c'est pas un général, excusez-moi, c'est pas un militaire de décider de la politique nationale et de présenter la politique nationale, y compris en ciblant un ennemi. Je pense qu'un militaire est quelqu'un qui applique une politique et non pas quelqu'un qui la décide et qui la présente. Donc cette politique-là, moi je la conteste. Vous l'avez compris, ce service militaire s'inscrit là-dedans. Et donc, à partir de là, je ne suis pas d'accord. Par contre, nous pour répondre à ma question tout à l'heure, si vous aviez 18 ans, vous n'iriez pas, très clairement. Et par contre, si j'avais 18 ans, j'irais dans la proposition que nous faisons, c'est-à-dire d'une conscription citoyenne au service de beaucoup de causes, notamment les questions de catastrophes climatiques, où il va falloir de plus en plus de monde, à la fois pour prévenir et pour réparer. Mais et dans laquelle, parce que nous pensons que c'est bien que les citoyens s'occupent aussi de la défense, notamment participent à la défense, c'est un point dans lequel il y aurait une dimension réduite, une dimension de maniement aux armes, un peu comme en Suisse. C'est pas la même chose, ça serait pas sur volontariat, ça serait tout le monde, ça serait payé au SMIC, et ça serait avec une dimension plus large que la question d'une course vers la guerre sur laquelle on a l'impression que le chef d'État nous invite un peu et que je trouve extrêmement dangereuse. Quand Vladimir Poutine dit aujourd'hui la Russie n'a aucune intention d'attaquer l'Europe, c'est ridicule, vous le croyez? Ah oui, je pense que la Russie n'a... Alors d'abord, je pense que la Russie n'a aucune intention d'aller jusqu'à Paris, je vous le dis. Je pense que c'est pas ses objectifs. Elle n'avait aucune intention d'attaquer l'Ukraine. Non, ça c'est pas vrai. Excusez-moi. Non, ça c'est faux parce que je vous fais remarquer qu'en 2014 il y avait déjà une guerre, etc. avec l'invasion de la Crimée. Oui. Donc ces objectifs, on les connaît. Et ces objectifs, c'est notamment. Que la Russie n'ira jamais plus loin. Non, je pense que la Russie n'ira jamais plus loin. Et si la Russie était tentée d'aller plus loin, je vous rappelle que ce qui fait la force de la France, c'est sa dissuasion. Et autrement dit, si vous attaquez notre pays, à partir de là, nous pouvons répliquer avec notre force de dissuasion. La Russie dispose aussi de la dissuasion. Oui, d'accord, mais nous aussi, c'est ça qui fait notre défense. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas aujourd'hui que l'objectif de la Russie, dont je condamne absolument l'agression vis-à-vis de l'Ukraine, et je dis que par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas, les Ukrainiens doivent pouvoir décider d'un plan de paix, et non pas qu'on leur impose, mais je considère que non, la Russie, l'idée que la Russie irait jusqu'à Paris, ne fait pas partie des intentions de M. Poutine. Il y a quelque chose entre Kiev et Paris. Comment ? Il y a quelque chose entre Kiev et Paris. Vous dites qu'elle n'ira jamais jusqu'à Paris. Non. Il y a d'autres pays. Voilà, je vous le dis. Je ne pense pas que ça soit la volonté aujourd'hui de la Russie, ce qui n'empêche pas de condamner les agissements de la Russie et la guerre qu'a déclenché la Russie en Ukraine. Une info, Éric Coquerel, qui concerne un peu plus de 2 millions de Français, de travailleurs. Le groupe d'experts sur le SMIC, qui conseille les gouvernements depuis des années sur l'augmentation ou non du salaire minimum, vient de remettre son rapport aujourd'hui. Il demande qu'il n'y ait pas de coup de pouce au 1er janvier, que l'augmentation soit l'augmentation automatique, mais rien de plus, c'est-à-dire 1,4%. C'est votre position aussi ? Non, pas du tout. On est pour passer à un SMIC à 1 600 euros, tout simplement parce que c'est le début de l'augmentation des salaires, ça passe par le SMIC. Et nous sommes pour que les salaires augmentent en France parce que ça fera du bien, non seulement au pouvoir d'achat, aux salariés, à la consommation et donc à une relance de l'activité. Et c'est pas le moment de prendre des mesures récessives, celle-ci en fait partie. Ça vous semble récessif ? De ne pas augmenter le SMIC suffisamment alors que le pouvoir d'achat des salariés baisse depuis 2 ans dans le pays, oui, c'est récessif. L'argument du groupe d'experts que vous avez peut-être vu... Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu. C'est de dire que le SMIC aujourd'hui a eu beaucoup de revalorisation ces dernières années et qu'il a augmenté plus vite, un petit peu plus vite, 17%. Légèrement plus vite que les autres salaires qui ont augmenté de 15% et que tout ça va aboutir à une sorte de tassement des bas salaires et écraser tout ça. Et donc, comme il ne faut pas le tassement, il faut une augmentation du SMIC, des négociations dans toutes les branches pour une augmentation des salaires. Et par exemple, on pourrait aussi décider de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de salaire
plus d'écart de 1 et 20 de salaire dans une même entreprise, ce qui pourrait aussi permettre que les salaires augmentent. Vous voyez, enfin, en tout cas, il faut une politique d'augmentation des salaires. Ce genre de décision ne va pas dans ce sens-là. Merci beaucoup. Pas de nouvelles de la nationalisation d'Arcelor. Vous pouvez reprendre votre téléphone. Si le vote est tombé, vous nous le dites. Attendez, je surveille moi aussi mon écran. Rien non, j'ai pas, mais je pense que ça posera pas de problème. Peut-être qu'ils m'attendent, je ne pense pas. Toujours en cours à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes. Tout de suite,